Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va encore attendre 2 petites minutes, les derniers participants et puis on va commencer. Voilà, bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Alors, petite information pratique avant de se mettre en route, vous avez la possibilité de poser des questions. Surtout, n'hésitez pas pendant le webinaire ou après, on y répondra. Vous avez un petit outil pour le faire. Et puis alors évidemment, s'il y a le moindre problème technique, si vous m'entendez mal, que vous me voyez mal ou que vous ne voyez pas les slides, eh bien dites-le nous aussi dans l'onglet questions. Comme ça, on sait tout de suite où on en est et on, on voit ce qu'on fait. Bon, alors, mais donc bonjour à tous, comme je le disais, je m'appelle Étienne Penutro, je suis dans le département droit social du cabinet Swoops et avec mon collègue Benjamin Marchandise, nous allons aujourd'hui vous parler d'un sujet d'actualité restructuré en temps de Covid. Alors, le cabinet Scoop, c'est un cabinet qui est basé à Anvers, mais qui a également une antenne bruxelloise, depuis laquelle Benjamin et moi, aujourd'hui, allons vous parler. Un cabinet qui compte à peu près 70 avocats et qui est spécialisé dans 4 grands domaines, donc la construction, le droit immobilier, le droit commercial, le droit public et puis le droit social, le droit du travail. On a fêté très récemment nos 70 ans d'existence et aujourd'hui, vos deux présentateurs sont donc moi-même, Étienne Penetro, et Benjamin Marchandise, qui vous parlera du droit de l'insolvabilité et de toutes les questions de réorganisation et de fait. Alors, l'agenda que l'on vous propose pour aujourd'hui se divise en 5 points. Un premier point qui est la réorganisation sans licenciement. Donc, effectivement, on a tendance, lorsqu'on parle de réorganisation ou de restructuration, de penser que ça implique forcément des licenciements. Ce n'est pas toujours le cas. On peut tout à fait avoir une réorganisation qui se fait en interne sans licencier, mais on peut évidemment aussi arriver à une situation où le licenciement sera nécessaire, un ou plusieurs licenciements. Et donc ça, ce sont les points 2 et 3, licenciement individuel, licenciement collectif et fermeture d'entreprise. Et enfin, on aura 2 derniers points, si on va jusqu'au bout de la ligne du temps, qui sont la réorganisation judiciaire et la faillite, dont vous parlera Benjamin. Alors, quelques chiffres pour commencer, pour se mettre en jambes, si je puis dire. Ce sont des statistiques qui ont été publiées très récemment par le SPF Emploi sur les licenciements collectifs 2020 et début 2021. Alors, l'année 2020 n'a pas été particulièrement dramatique en termes de licenciements collectifs. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de mesures en place pour permettre aux entreprises de s'en sortir et de se maintenir à flot. On
pense, on craint que, effectivement, à partir de 2021, et plutôt à partir du moment où les mesures vont commencer à cesser ou à se réduire, que l'on pourrait observer une augmentation du nombre. D'ailleurs, si on prend le premier trimestre de l'année 2021, on voit qu'il y a déjà, en janvier, février et mars, c'est le petit graphique en bas à gauche de mon écran, pour près de 3000 travailleurs pour lesquels une annonce de licenciement collectif a été effectuée. Alors, cette petite mise en jambe, cette petite introduction étant faite, on va commencer tout de suite avec le premier chapitre, réorganiser sans licencier. Effectivement, je vous le disais en introduction, on a tendance à penser que la réorganisation implique forcément un licenciement, implique forcément de devoir se séparer de travailleurs. Ce n'est pas toujours le cas. Il est possible de le faire en interne sans en arriver. Effectivement, le droit du travail en Belgique propose tout un éventail, toute une palette de mesures que l'on peut mettre en place avant de devoir envisager des licenciements. Alors, si on veut un petit peu les résumer, un petit peu en faire la structure, si j'ose dire, on peut agir d'une part sur la rémunération de ces travailleurs. Alors là, évidemment, attention aux modifications de rémunération. Il faut l'accord du travailleur, ça je vais y revenir. On peut la modifier, on peut l'optimaliser, on peut essayer d'agir sur ce point-là. On peut également essayer d'agir sur le travail, la manière dont le travail est fait, la durée du travail, la manière dont le travail va être flexibilisé. Et ça permet aussi de réorganiser la structure de l'entreprise sans devoir en arriver à des licenciements. Et enfin, bien sûr, on peut penser à différents types de main-d'œuvre, c'est-à-dire l'été arrive, eh bien, pensons aux étudiants, des intérimaires, attention évidemment à toutes les conditions strictes. On peut penser également à des consultants qu'on a déjà et dont on voudrait se séparer ou inversement faire appel à ces consultants. Et enfin, bien entendu, les mesures d'aide dont je vous parlais. Donc ça, c'est un petit peu le cadre dans lequel on peut aller chercher des outils pour essayer de réorganiser sa structure, restructurer son entreprise sans devoir procéder à des licenciements. Au passage, je dirais volontiers qu'il n'y a qu'une certitude dans la vie d'une entreprise, c'est qu'elle va devoir se réorganiser, qu'elle va devoir se restructurer, qu'elle aille bien ou mal. Donc ce sont des outils qu'il faut toujours avoir en tête parce qu'à tout moment de son existence, l'entreprise devra se restructurer, se réorganiser pour faire face eh bien, à l'évolution du marché dans lequel elle opère. Alors, lorsque l'on ouvre cette boîte à outils, la première constatation, c'est qu'il n'existe pas de cadre légal général. Donc, contrairement au licenciement collectif, contrairement à la fermeture d'entreprise, qui, eux, font l'objet d'un cadre bien précis, bien strict, lorsque l'on veut réorganiser sans licencier, il n'y a pas un cadre général qui s'applique. Et donc, il faudra systématiquement aller vérifier s'il existe un cadre spécifique par rapport à la mesure que l'on veut implémenter, par rapport à la mesure que l'on veut mettre en œuvre. Lorsque l'on procède de cette façon, on a été voir si un cadre légal spécifique s'appliquait, on le suit bien entendu, il faut encore avoir deux points bien présents à l'esprit. Le premier point, c'est que la plupart du temps, lorsque l'on va modifier les conditions de travail ou la manière dont le travail s'effectue dans l'entreprise, il pourrait y avoir des obligations d'information et de consultation, très certainement, si on a des organes représentatifs de travailleurs dans l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point à avoir bien en tête. Et puis un second point à avoir en tête également, c'est la hiérarchie des normes. Vous voyez sur ma slide une belle petite pyramide qui est en fait la traduction d'un article plus difficile à comprendre d'une loi en droit du travail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en droit du travail, les droits et les obligations découlent d'une source. Et cette source, ça peut être le contrat de travail, ça peut être le règlement de travail, ça peut être la loi. Et il faut toujours bien identifier cette source, parce que si l'on veut modifier un droit ou une obligation, il va falloir le faire avec une source qui est de niveau au moins équivalent. Donc, je vous donne un exemple très concret, très simple. Si vous avez prévu dans le contrat de travail de votre travailleur un droit, vous ne pourrez pas le modifier par le règlement de travail qui est une source inférieure. Vous pourrez le modifier soit par le contrat de travail lui-même, qui est une source de même niveau, donc une annexe au contrat de travail typiquement, ou alors passer à la vitesse supérieure, la convention collective d'entreprise, qui elle est juste au-dessus et permet une modification puisqu'elle est au-dessus en termes de hiérarchie des normes. Bon. Donc ça, ce sont les points à bien avoir en tête lorsque vous désirez faire des modifications dans votre entreprise sans en passer par les licenciements. Alors, il y a deux points sur lesquels je voudrais discuter, sur lesquels je voudrais vous entretenir aujourd'hui.
Le premier point, ce sont les modifications unilatérales du contrat de travail. Et le deuxième point, c'est la question du transfert conventionnel d'entreprise. Donc, on l'a vu, possibilité de modifier, de restructurer, de réorganiser son entreprise sans devoir en passer par les licenciements. Et dans ce cadre-là, des points d'attention généraux, et puis deux points plus particuliers dont je voudrais vous parler. Le premier point, ce sont les modifications unilatérales du contrat, et le deuxième point, c'est le transfert conventionnel d'entreprise. Alors, ces modifications unilatérales du contrat de conditions individuelles de travail, elles sont en principe interdites. C'est l'article 1134 du Code civil et l'article 20 de la loi sur le contrat de travail qui le disent. L'article 1134 du Code civil, c'est le principe de la convention-loi, c'est-à-dire que quand des parties forment un contrat valablement entre elles, elles y sont tenues, et ce contrat vaut loi pour les parties. Et puis on a l'article 20, premièrement, de la loi sur les contrats de travail, qui stipule que l'employeur doit faire travailler au temps et aux conditions convenues. Autrement dit, l'employeur est tenu par les conditions qu'il a convenues avec le travailleur. Donc le principe, c'est que des modifications unilatérales sont interdites. Il faut l'accord du travailleur si l'on veut modifier les conditions de travail dans une perspective, par exemple, de réorganiser sa structure sans devoir en passer par des licenciements. Si malgré tout, on procède à cette modification unilatérale par principe interdite, eh bien, le travailleur aura toute une série de moyens d'action, toute une série d'outils et d'armes pour contrer et empêcher cette modification unilatérale. Vous les voyez listés à l'écran. Moi, je vais vous parler plus spécifiquement de l'acte équivalent à rupture. Mais avant de parler de ça, il faut évidemment bien comprendre que si le principe est qu'il est interdit de modifier unilatéralement, en droit, quand il y a un principe, en général, il y a une exception pas loin. Et effectivement, la jurisprudence et la doctrine sont bien conscients que la société évolue. Je vous l'ai dit en introduction, il n'y a qu'une certitude dans la vie d'une société, c'est qu'elle va devoir se réorganiser et se restructurer, qu'elle doit faire avec ce changement qui est inhérent à notre monde. Et donc, il est évident qu'on ne peut pas raisonnablement imposer à l'employeur de ne rien changer à la situation de travail qui le lie avec un travailleur, parce qu'on le mettrait dans l'embarras d'une gestion d'entreprise qui nécessite ce changement. Mais bien entendu, à l'opposé de cet intérêt de l'employeur, il y a l'intérêt du travailleur qui doit être protégé et qui doit pouvoir avoir une sécurité. Le principe, c'est donc pas de changement unilatéral. L'exception, c'est possibilité néanmoins pour l'employeur d'avoir ce qu'on appelle un ius variendi, c'est-à-dire un droit de modification, un droit de modifier précisément les éléments qui ont été prévus entre les parties. Mais attention, ce droit ne porte que sur des éléments accessoires. Alors ces éléments, ils sont accessoires par nature, c'est un élément qui n'a pas beaucoup d'importance, ou alors en vertu du contrat, c'est-à-dire que les parties ont décidé que cet élément serait considéré comme accessoire. Ce que l'on voit, un exemple très concret, ce que l'on voit souvent dans les contrats, c'est le lieu de travail qui est considéré comme accessoire, non essentiel, et par cette clause, les parties se réservent le droit de le modifier, de le changer. Enfin, l'employeur, en fait, se réserve le droit de le modifier, de le changer. Alors, attention, deux points très importants. Le premier point, c'est qu'il y a un article 25 dans la loi du contrat de travail qui interdit à l'employeur de se réserver la faculté de modifier unilatéralement des conditions essentielles. Donc, on peut évidemment prévoir que l'on va s'entendre sur des modifications accessoires, mais on ne peut pas le prévoir pour les modifications essentielles, puisque l'article 25 de la loi sur le contrat de travail l'interdit. Et alors, un deuxième point qui est important à noter aussi, c'est que la Cour de cassation est en réalité un petit peu plus stricte sur cette possibilité de ius variendi des éléments accessoires, puisqu'elle estime qu'il ne peut être procédé à des modifications unilatérales d'éléments accessoires que si cela est prévu par le contrat. Donc, en principe, même les éléments accessoires, d'après la Cour de cassation, même les éléments accessoires qui sont prévus par le contrat ne pourraient pas être modifiés unilatéralement, sauf si les parties ont explicitement dans le contrat prévu cette faculté de modification. C'est une jurisprudence qui est un peu critiquée, qui n'est pas unanimement partagée, mais qu'il faut bien entendu avoir à l'esprit. Alors, dans notre contexte, réorganisation, restructuration, quid des nécessités du fonctionnement de l'entreprise? Est-ce que c'est pris en compte par la jurisprudence lorsqu'il y a des modifications? Ce que l'on constate, c'est que pour partie, ce sera pris en compte. C'est-à-dire que la jurisprudence, comme je vous l'ai dit, c'est bien que l'entreprise doit évoluer, mais elle est évidemment avant tout attachée à la protection du travailleur et va donc opérer une balance des intérêts. Balance des intérêts entre l'intérêt général qui prédomine dans la société pour l'ensemble des travailleurs et puis l'intérêt particulier du travailleur concerné pour lequel une modification unilatérale a été
opéré. Alors, vous voyez 1.2, acte équivalent à rupture. Dans le cas où une modification unilatérale est opérée par l'employeur et qui ne porte pas sur un élément accessoire, d'ailleurs ça pourrait porter sur un élément accessoire et l'employeur n'est pas d'accord et le travailleur n'est pas d'accord et on va quand même discuter, je vous l'ai dit, le travailleur a plusieurs moyens d'action. Lorsque vous modifiez unilatéralement une condition de travail du travailleur, il a plusieurs moyens d'action qui sont prévus, notamment un qui s'appelle l'acte équivalent à rupture, que l'on pourrait traduire en fait par licenciement implicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsqu'un travailleur voit que son contrat de travail ou ses conditions de travail sont modifiées de manière unilatérale par l'employeur, s'agissant d'un élément essentiel, que cette modification est importante et qu'elle est certaine, il peut en conclure que par cette modification, en réalité, l'employeur émet la volonté de rompre le contrat. Alors, ce n'est pas explicite, c'est implicite, c'est pour ça que c'est un acte équivalent à rupture. On pose un acte et cet acte équivaut à une volonté de rompre le contrat. Vous voyez, il y a 4 conditions pour pouvoir parler d'acte équivalent à rupture, unilatérale, sur un élément essentiel, je viens d'en parler, elle doit être importante, bon, ça va dépendre des circonstances de la cause, et elle doit être certaine. Alors sur le côté certain, attention, ça ne veut pas dire définitif. Même une modification temporaire peut provoquer un acte équivalent à rupture. Certaine, ça veut simplement dire qu'il s'agit effectivement d'une décision ferme, pas une intention, pas une proposition. Ce n'est pas tiens, j'ai pensé que peut-être on pourrait te mettre dans l'équipe B, le temps d'un petit peu voir venir. Ça, c'est une proposition, c'est une discussion, ça n'est pas ferme, ça n'est pas certain. Alors, le travailleur peut invoquer l'acte équivalent à rupture, mais attention, il prend un risque en le faisant. Et donc, il ne va pas le faire à la légère, parce que si le travailleur invoque l'acte équivalent à rupture, cela signifie que le contrat est rompu, et puis, bien entendu, les parties vont commencer à discuter. L'employeur va dire non, c'était un élément accessoire, je ne voulais pas du tout rompre le contrat, et d'ailleurs, ce n'est pas équivalent à une rupture ce que je viens de faire. Le travailleur va dire si, élément essentiel, etc. Et puis, ce sera au juge de décider. Mais si le juge estime que le travailleur est allé un peu vite en besogne et que l'employeur avait en fait le droit, via son ius variendi, de faire cette modification, eh bien, le juge constatera que le travailleur a rompu lui-même le contrat, qu'il a démissionné. Et donc, il sera redevable d'une indemnité compensatoire de préavis. Dans la jurisprudence, on a énormément de décisions sur ces questions d'actes équivalents en rupture. Je vous ai mis ici sur la slide 4 grands pôles qui font le plus souvent l'objet de discussions. Bien entendu, la rémunération, la fonction, une modification de fonction, le lieu de travail et la durée du travail. Alors, je vous en dis quelques mots pour chaque assez rapidement. S'agissant de la rémunération, je vous l'ai dit, c'est un élément essentiel. Il faut y être très attentif. Mon conseil, ne modifiez pas unilatéralement une rémunération. Demandez toujours l'accord de votre travailleur pour être sûr. C'est vraiment un terrain très glissant. Les modifications directes, bien entendu, mais faites attention également aux modifications indirectes. J'ai déjà vu plusieurs dossiers, j'ai déjà traité de plusieurs dossiers de représentants de commerce qui avaient constaté un acte équivalent à rupture suite à la modification d'un plan de commission. Et le plan avait été modifié de sorte que la manière, la possibilité d'obtenir ces commissions était devenue un petit peu plus difficile. Et donc, on constate alors une modification indirecte de la rémunération, une réduction indirecte de la rémunération. Alors, au niveau de la fonction, il y a un peu plus de souplesse dans la jurisprudence et très certainement en cas de réorganisation ou de restructuration. C'est-à-dire qu'il y a des décisions de jurisprudence qui ont déjà écrit noir sur blanc. Oui, effectivement, dans un contexte de réorganisation, de restructuration et particulièrement en situation de crise économique, on peut attendre du travailleur une certaine souplesse. Faites néanmoins attention lorsque vous modifiez la fonction, si vous le faites de manière unilatérale, à ce que ça n'ait pas d'impact sur la rémunération, puisque sinon on revient sur ce que je vous disais il y a un instant. Faites attention aussi à ce que cela corresponde aux qualifications et aux compétences du travail. Alors, s'agissant du lieu de travail, également un petit peu plus de souplesse, tout va dépendre en fait de l'impact concret, c'est-à-dire un impact tant en termes de kilomètres, est-ce qu'on parle de 10 km ou de 100 km, qu'en termes de temps. Il se pourrait très bien que le nouveau lieu de travail n'implique pas un kilométrage radicalement différent, mais par contre fasse passer le travailleur par des axes beaucoup plus utilisés qui vont impliquer un temps de trajet beaucoup plus long. Par rapport au lieu de travail, la compensation qui est éventuellement octroyée est également prise en compte.
Est-ce que je le change de lieu de travail, d'accord, mais je compense avec des indemnités, avec un jour de vacances en plus pour contrebalancer le temps de trajet supplémentaire. Voilà, tout ça est pris en compte. Et enfin, dernier point, la durée de travail, ça c'est comme la rémunération. Attention, attention, terrain glissant, c'est un élément qui est essentiel. La jurisprudence est très prudente à accepter les modifications unilatérales de la durée de travail. Ça s'est déjà vu, mais c'est assez rare. Et ce qui va être pris en compte, c'est notamment l'inconvénient que cette modification pourrait impliquer sur la vie privée et la vie familiale du travailleur. Alors, imaginons que vous avez procédé à une modification unilatérale d'un élément que vous estimiez accessoire, mais qui est peut-être essentiel pour le travailleur, ou en tout cas jugé comme tel. Il invoque cet acte équivalent à rupture, il estime que les 4 conditions sont remplies. Quelles sont les conséquences? Bien, le travailleur, il peut faire 2 choses. La première, c'est constater tout de go la rupture du contrat, ou ne la constater qu'après une mise en demeure préalable par laquelle il vous invite, il vous ordonne même de le remettre dans ses conditions antérieures. Comme je vous l'ai dit, l'acte équivalent à rupture, c'est un acte dangereux pour le travailleur, donc en général, on a une mise en demeure, et là, évidemment, il faudra voir de votre côté comment on se situe, est-ce qu'il y a moyen de négocier, est-ce qu'il y a moyen de discuter avec lui pour éventuellement se mettre d'accord sur cette modification, ou est-ce qu'on estime que c'est un élément accessoire, c'est notre use variandi, on garde notre position. Dans ce cadre-là, il peut alors passer à l'étape suivante, qui est de constater la rupture avec effet immédiat. S'il ne fait ni l'un ni l'autre, est-ce qu'on peut considérer qu'il a accepté cette modification? Oui, on le peut. On peut considérer qu'il y a acceptation tacite à partir du moment où on fait une modification qui n'est pas remise en cause par le travailleur, et cette acceptation tacite viendra après un délai raisonnable. C'est quoi un délai raisonnable, me demanderez-vous? Eh bien, tout va dépendre des circonstances, mais en général, on est à 3 mois à peu près. Je dirais, pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur, c'est 3 mois. Alors, l'acte équivalent à rupture, dernier point, pour votre meilleure information, le travailleur ne doit pas prouver que vous aviez l'intention de rompre. Ça, je vous l'ai déjà dit en début de séminaire. Donc, la défense ne consiste pas à dire, si jamais l'acte équivalent à rupture est invoqué, la défense ne consiste pas à dire « je n'ai jamais voulu mettre fin au contrat », puisque la question n'est pas là. À partir du moment où les conditions de l'acte équivalent à rupture sont rencontrées, il est présumé, et de manière irréfragable, on ne peut pas démontrer le contraire, qu'il y a volonté de rupture. Cette volonté est implicite à l'acte. Bon. Ça, c'est pour le premier point. On peut réorganiser en interne, on peut modifier des conditions. Attention, évidemment, lorsque vous modifiez ces conditions, à le faire idéalement avec l'accord du travailleur, et si vous le faites de manière unilatérale, attention à tout ce dont je viens de vous parler. Deuxième possibilité, bien entendu, c'est le transfert conventionnel d'entreprise. Le transfert conventionnel d'entreprise, c'est cette fameuse CCT 32 bis, dont vous avez certainement déjà entendu parler, la réglementation TUPE, comme on dit en anglais, donc TUPE, réglementation européenne, et qui va s'appliquer, cette CCT 32 bis, lorsque 3 conditions sont réunies. Première condition, il faut qu'il y ait un changement d'employeur, c'est-à-dire qu'il y ait un nouvel employeur juridique. Et donc, on va faire la distinction entre, d'une part, la cession, la fusion, l'absorption qui, elle, effectivement, amène un nouvel employeur juridique avec une simple restructuration interne, ce dont on vient de parler, un rachat d'actions, un changement d'actionnariat, qui, elles, n'auront pas d'implication sur l'employeur juridique et, par conséquent, ne vont pas soulever l'application de cette CCT 32 bis, de ce transfert conventionnel d'entreprise. Deuxième condition, il faut que ce transfert conventionnel soit le résultat, bien précisément, d'un contrat. Alors ça, c'est une condition qui est interprétée très largement par la jurisprudence, et il suffit parfois que ce lien contractuel se noue par un tiers. L'exemple typique, c'est un donneur d'ordre qui confie une mission à une société A, et puis qui retire cette mission de la société A et qui la confie à une société B. Et la question alors se pose, est-ce qu'entre la société A et la société B, il y a transfert conventionnel d'entreprise? Donc vous voyez, c'est interprété très largement et ça peut aller très loin. Donc en réalité, cette condition, généralement, moi je dis, elle est quasiment toujours remplie. Donc soyons-y attentifs. Et enfin, troisième condition, et c'est celle-là en réalité qui pose le plus de questions et qui amène le plus de décisions jurisprudentielles, c'est que ce changement d'employeur par le résultat d'un transfert conventionnel doit concerner une entreprise ou une partie d'entreprise qui va maintenir son identité après le transfert, qu'on appelle le going concern. Alors, évidemment, il va falloir analyser au cas par cas, en fonction des circonstances, quelle était la nature de cette société ou de cette partie d'entreprise avant d'être transférée. Est-ce que cette nature se retrouve après? Est-ce que les moyens qui étaient utilisés pour exercer cette activité ont été ou n'ont pas été transférés? Est-ce que le lien fonctionnel
entre ces différents moyens a lui aussi été transféré et se retrouve également après? Est-ce qu'on vraiment on retrouve l'identité de la société ou de l'entreprise, d'une partie de l'entreprise après le transfert? Alors, ça va dépendre aussi de la nature de l'entreprise. Si on a une entreprise qui est une entreprise de type intensive en capital, eh bien un transfert d'actifs corporels pourrait suffire. À l'inverse, si on a une entreprise qui est plutôt de type main-d'œuvre, un transfert du personnel pourrait suffire pour maintenir cette identité et cette activité post-transfert. Et donc, il va falloir simplement analyser au cas par cas vraiment les faits du dossier. Vraiment, okay, que faisait-il? Quels étaient les moyens qu'ils avaient pour le faire? Et post-transfert, où en est-on? Ou que vise-t-on? Petite précision aussi importante, c'est que cette entreprise qui maintient son identité, ça peut aussi s'appliquer en cas de outsourcing, externalisation ou internalisation. Donc l'externalisation, je vous l'ai dit, c'est je vais vers une tierce personne A, et puis en fait, je vais après vers une tierce personne B. Ça peut être le schéma inverse. Je suis une société, j'ai externalisé une partie de mes activités auprès d'un prestataire, et je décide à présent de les réinternaliser et de récupérer ces activités. La question peut se poser, elle s'est déjà posée en jurisprudence, de savoir si ça n'entraînait pas transfert conventionnel d'entreprise, de mon entreprise vers le prestataire de service qui jusque-là m'aidait, et puis je reprends ça vers moi. Est-ce que je dois reprendre aussi les travailleurs de ce prestataire de service sur base de la CCT 32 bis? Lorsqu'il y a transfert conventionnel d'entreprise, il y aura des obligations d'information et de consultation selon que vous avez un organe représentatif de travailleurs ou pas. Donc, ce que vous voyez sur mes slides, CEDS, CPPT, conseil d'entreprise, délégation syndicale et le comité pour la prévention et la protection au travail. Il y a une obligation de les informer, enfin, c'est par cascade. Hein, donc, si vous avez un conseil d'entreprise, c'est avec lui qu'on joue, et ainsi de suite, des délégations syndicales et comités. Obligation d'information et de consultation, tant au niveau du cédant qu'au niveau du cessionnaire. Cette information et cette consultation, elle doit se faire avant publication, avant la publicité, avant de rendre publique la décision, mais également avant, bien entendu, sa mise en application, c'est-à-dire avant le transfert, puisqu'il faut que cette information, cette consultation puisse servir à quelque chose. Information et consultation, ça ne veut pas dire décision de la part de l'organe représentatif. Donc, il n'a pas de droit de veto, il n'a pas de droit de codécision, mais il a le droit de poser des questions. Il a le droit de demander des réunions supplémentaires pour être informé correctement. Si vous n'avez pas d'organe représentatif, vous n'avez plus d'obligation de consultation, vous avez simplement une obligation d'information. Vous devez informer les travailleurs sur un certain nombre de points concernant ce transfert, et ces points sont repris à l'article 15 bis de la CCT 32 bis. En pratique, c'est souvent un courrier que l'on transmet aux travailleurs. Et moi, ce que je vois en pratique aussi, ce n'est pas obligatoire, mais je le conseille parfois pour des raisons de ressources humaines bien comprises, c'est de malgré tout organiser une réunion avec tous les travailleurs au cours de laquelle ils peuvent poser des questions et auxquelles vous y répondez. Ça permet de faire les choses de manière plus douce. Bon. Ce transfert automatique, le but de la CCT 32 bis et de ce cadre, c'est évidemment de protéger les travailleurs qui sont l'objet d'une société ou d'une partie d'entreprise qui transfère. Et l'idée, c'est de conserver, de maintenir leurs droits. Donc, lorsque l'on est dans le cadre d'un transfert conventionnel d'entreprise, donc on a répondu aux 3 conditions dont je vous ai parlé, qu'on a bien sûr aussi respecté les obligations d'information et de consultation dont je vous ai parlé, eh bien, on doit respecter un transfert automatique des travailleurs. C'est-à-dire que les travailleurs vont être transférés, d'accord, vers du cédant au cessionnaire, et ils vont avoir cette possibilité de conserver leurs droits. Donc, on transfère les travailleurs et on transfère leurs droits et leurs obligations avec. Sur le transfert des travailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que leur autorisation n'est pas requise. Donc, ils ne peuvent pas refuser ce transfert, et s'ils le refusent, ça équivaut à une démission. Mais dans le même ordre d'idée, l'autorisation des parties prenantes à ce transfert n'est pas requise non plus. Et donc, le cédant et le cessionnaire ne peuvent pas déroger à cette obligation de transfert automatique. Ce transfert automatique, il concerne, je vous l'ai dit, les droits et les obligations qui existent au moment du transfert et qui découlent du contrat de travail, du règlement de travail, des CCT d'entreprise ou sectorielles et des usages. Ça concerne donc à peu près toutes les conditions de travail, rémunération, fonction, ancienneté, horaire, etc., à l'exception notable des régimes complémentaires de prévoyance sociale,
nous dit la CCT 32 bis, à savoir donc les assurances de groupe et les fonds de pension, sauf si, bien entendu, ceux-ci sont prévus par une CCT d'entreprise, puisque les droits et obligations d'une CCT d'entreprise sont repris. Alors, lorsque ces travailleurs transfèrent auprès de l'entreprise qui reprend la partie d'entreprise ou l'entreprise qui est transférée, attention aux modifications unilatérales. Là, je vous renvoie à ce que je vous disais en début d'exposé. Faites très attention si vous décidez de modifier les conditions de travail à ce que ça ne forme pas une modification unilatérale du contrat. Ou en tout cas pas à ce point tel qu'elle pourrait amener un acte équipe en rupture ou un des autres mécanismes à disposition des travailleurs. Alors, un troisième point important à bien avoir en tête lorsqu'il y a transfert conventionnel d'entreprise, c'est que les travailleurs sont protégés contre le licenciement. C'est-à-dire que le transfert, nous dit la réglementation, ne constitue pas un motif de licenciement. On ne peut pas licencier au motif de ce transfert conventionnel. Alors, il n'y a pas de sanction spécifique prévue. Donc, très régulièrement, s'il y a un licenciement pour cause de transfert, eh bien, les travailleurs vont invoquer les mécanismes juridiques de droit commun classique, c'est-à-dire une faute et puis, ou un abus de droit et une demande de dédommagement. Il n'y a pas de sanction spécifique prévue et il n'y a pas non plus de durée spécifique prévue à cette protection. En revanche, il y a une possibilité, donc le licenciement est interdit pour cause de transfert, mais il n'est pas interdit pour motif économique, technique, d'organisation ou motif grave, bien entendu. Donc voilà, ça c'était la première partie. On peut réorganiser sans licencier. On peut le faire en modifiant les conditions de travail. Attention à le faire de manière correcte et à ne pas outrepasser son ius variandi. Ou alors on peut le faire par un transfert conventionnel d'entreprise qui permet et qui d'ailleurs oblige à ne pas pouvoir licencier, sauf bien entendu si ce n'est pas lié au transfert conventionnel. Si malgré ça on n'y arrive pas ou que ce n'est pas l'idée qui est proposée par l'entreprise, ce n'est pas le cap que l'on veut suivre, eh bien alors on passe à l'étape suivante qui concerne les licenciements. Dans un premier temps, licenciement individuel ou licenciement multiple. Alors, sur le licenciement individuel, je pourrais faire un séminaire entier, d'ailleurs, petite parenthèse, mais tous les sujets de ce séminaire peuvent faire l'objet d'un séminaire en entier. Donc, je ne rentre pas dans les détails pour ne pas alourdir la présentation, c'est plus pour vous donner une boîte à outils dans laquelle vous pourrez aller puiser. S'agissant du licenciement individuel, il y a beaucoup de règles, comme vous le savez certainement. Moi, ce que je vois dans la pratique, c'est qu'il y a souvent 4 points qui posent problème. Je vous les donne ici en introduction sur le sujet du licenciement individuel. 4 points qui posent pratique. Le premier point, c'est la protection contre les licenciements. Le droit du travail en Belgique est rempli de protection contre les licenciements. Il faut y être très attentif. Et très souvent, on va licencier quelqu'un sans y penser. Alors, bien entendu, il y a l'exemple de la femme enceinte, mais ça, c'est assez évident, si j'ose dire. Mais il y a un exemple parfois auquel on ne pense pas, c'est le conseiller en prévention. Vous voyez? Donc, il y a parfois des petites subtilités. On se dit, tiens, ok, oui, on n'a plus fait attention qu'en fait, il était conseiller en prévention à 10%, et on va procéder au licenciement sans plus y réfléchir. Et là, en général, il y a une lettre de l'avocat adverse qui ne tarde pas à tomber sur le bureau. Donc, attention aux protections contre le licenciement. Deuxième point, la procédure. Effectivement, faites attention aux écueils de cette procédure, notamment si vous voulez licencier avec un délai de préavis. Faites très attention à notifier correctement la lettre, à ce qu'elle ait bien toutes les formalités de forme et de fond. L'emploi des langues également, bien entendu, est très important. Troisième point d'attention, c'est bien entendu le motif grave. Les licenciements pour motif grave contestés forment une grosse partie de la jurisprudence du droit du travail. La question des délais, ce double délai de 3 jours, et puis bien entendu la question du motif, un motif qui est grave et suffisamment grave que pour rompre immédiatement et irrémédiablement la confiance entre les parties. Donc faites très attention aux motifs graves. Et enfin, des formalités pratiques qui sont souvent négligées, l'outplacement, l'obligation d'offrir une offre, enfin de faire une offre de reclassement, soit selon le régime général, c'est-à-dire 30 semaines ou plus de préavis, soit selon le régime subsidiaire 45 ans, et puis le congé de sollicitation, on a tendance à oublier aussi. Lorsqu'on a licencié, aujourd'hui, on se rend compte que depuis 2014, en fait, avec la CCT 109, on a énormément de cas de contestation devant les tribunaux sur la question du motif du licenciement. Très régulièrement, lorsqu'un licenciement prend place, le travailleur va demander les motifs, les raisons de son licenciement, et il y a le droit depuis 2014 avec la fameuse CCT 109. Petite précision, cette CCT 109, elle ne vous impose pas de motiver a priori.
il n'y a toujours pas d'obligation de motivation a priori en Belgique. C'est le cas dans d'autres droits du travail, et ce n'est pas le cas en Belgique. Par contre, à partir du moment où le travailleur peut invoquer la CCT 109, c'est-à-dire qu'il est dans le champ d'application de la CCT 109, qui prévoit quelques exclusions, il peut effectivement vous demander de motiver votre licenciement. Il a un certain délai pour le faire, et vous aurez alors à votre tour un certain délai pour lui répondre. Et vous devez lui répondre avec des motifs concrets. Vous ne pouvez pas vous contenter de motifs vagues, parce que, attention, une motivation vague sera équivalente à une absence de motivation pour l'amende civile qui pourrait être due si vous ne motivez pas ou pas correctement la demande qui vous est, enfin, la réponse que vous adressez à la demande qui vous a été faite par le travailleur. Donc, attention, lorsqu'une demande vous est faite de motiver le licenciement, motiviez bien ce licenciement. D'abord parce que vous vous évitez une amende civile de 2 semaines de rémunération, et ensuite aussi parce que cela va avoir une incidence sur la charge de la preuve si vous devez en arriver devant les tribunaux, puisque en fonction de qui a demandé quoi, si je puis dire, eh bien la charge de la preuve va différer. Et si en tant qu'employeur, vous n'avez pas répondu aux demandes de motivation du travailleur, vous devrez apporter la charge de la preuve d'éléments qui permettent de constater que ce licenciement n'est pas manifestement déraisonnable, alors que si vous répondez, chacun supporte la charge de la preuve des faits qu'il nous avance. Donc, c'est évidemment une charge plus lourde si vous ne respectez pas ces conditions. Alors, quels sont les motifs, puisque c'est ça le but de la CCT 109, c'est d'obliger à motiver, premièrement, et d'encadrer les motifs qui peuvent justifier raisonnablement un licenciement. Quels sont ces motifs? Il y en a deux. D'une part, des motifs liés à la personne du travailleur, son attitude, sa conduite, ou d'autre part, et nous y sommes, des motifs liés aux nécessités du fonctionnement de l'entreprise. Et par ailleurs, condition supplémentaire, il faut donc que le motif soit l'un et ou l'autre, et que la décision de licenciement ait été également prise par un employeur normal et raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Donc ici, sur ce point, évidemment, attention, ça c'est un conseil que je vous donne pour le licenciement manifestement raisonnable, mais en fait pour tous les licenciements, c'est d'avoir un dossier. Si vous savez que vous allez licencier une personne, assurez-vous d'avoir, par exemple pour un problème d'aptitude ou de comportement, assurez-vous d'avoir des lettres d'avertissement. Si vous savez que vous allez licencier une personne pour des problèmes de fonctionnement d'entreprise, pour des nécessités de l'entreprise, préparez bien votre argumentation, demandez à la comptabilité de vous fournir des chiffres, des tableaux, des comparaisons éventuelles avec les années précédentes, pour pouvoir démontrer qu'effectivement, les nécessités de l'entreprise imposent de devoir procéder à ce licenciement. Comment fonctionnent les juridictions lorsqu'elles sont face à une demande CCT 109, à une contestation CCT 109? Eh bien, elles fonctionnent en plusieurs temps. Premièrement, elles vont vérifier la légalité du motif. Ça, c'est ce dont je viens de vous parler. Il faut que ce soit l'aptitude, soit les nécessités du fonctionnement de l'entreprise. Donc, elles vont vérifier qu'effectivement, c'est un des deux motifs ou les deux qui sont invoqués. Deuxièmement, elle va vérifier la réalité du motif. Est-ce que ce motif qu'on invoque, est-ce qu'il est prouvé dans les faits? Raison pour laquelle, c'est ce que je disais, il est important de préparer son dossier très attentivement. Et enfin, troisièmement, la jurisprudence va analyser s'il existe un lien causal. Si entre le motif qu'on invoque et qui effectivement est possible au vu de la CCT 109, et deuxièmement, les preuves qu'on m'amène, ok, j'ai quelque chose qui fonctionne, est-ce qu'avec tout ça, j'ai encore un lien causal entre le licenciement? Est-ce qu'effectivement, c'est à cause de l'aptitude du travailleur? Est-ce qu'effectivement, c'est à cause des nécessités de l'entreprise que j'ai procédé au licenciement de ce travailleur? Est-ce qu'il n'y a pas en fait peut-être un motif caché et que ça, c'est un motif qui en réalité n'a aucun lien causal avec le licenciement? Et enfin, un contrôle marginal, cet employeur raisonnable et prudent aurait-il pris la même décision placée dans des circonstances similaires? Alors, ici, attention, c'est un contrôle marginal à la marge, ce n'est pas un contrôle d'opportunité, et ça, la jurisprudence le rappelle régulièrement, qui estime, et à juste titre, que l'employeur est maître de son navire et qu'il en décide donc la direction. Il décide de la gestion opportune de son entreprise souverainement. La sanction 3 à 17 semaines, la CCT 109 ne précise pas la manière dont il faut analyser cette fourchette, à quel moment on est plutôt proche du 3, à quel moment on est plutôt proche des 17 semaines. Tout dépend du caractère manifestement déraisonnable du licenciement. Ce qu'on voit en jurisprudence, c'est qu'on est souvent entre 8 et 12 semaines octroyées, sauf si on a vraiment un cas de licenciement, typiquement un cas de licenciement motif grave qui n'est pas du tout motivé, pas du tout justifié, avec un licenciement à la légère.
à ce moment-là, le juge aura plutôt tendance à aller vers les 17 semaines. Alors, on est en train de parler de réorganisation. Vous voyez que les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, c'est un des motifs possibles pour la CCT 109. Pas de définition légale, malheureusement. Donc, si je licencie quelqu'un et qu'il conteste, qu'il me demande des motifs, je peux lui proposer la nécessité des fonctionnements d'entreprise, mais il n'y a pas de définition légale. Et ce sont les impératifs d'ordre purement économique, les difficultés financières, une situation financière précaire, introduction de nouvelles technologies, réorganisation, etc., etc. Attention, bien entendu, à toujours bien les prouver, ces motifs, ces nécessités du fonctionnement d'entreprise, puisque, comme je vous le disais, le juge va fonctionner par étapes, et à un moment donné, il va vérifier la réalité des motifs et leur lien causal avec le licenciement. Mais à nouveau, comme je vous le disais, le contrôle du juge sera marginal sur la décision elle-même effective, puisqu'il ne peut pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. Vous restez maître à bord, vous restez le capitaine du navire. Donc ça, c'est pour les licenciements simples. Et puis après, à partir du moment où vous licenciez plusieurs personnes, posez-vous bien la question de savoir si vous n'êtes pas en train de procéder à un licenciement multiple ou bien entendu, à plus forte raison, à un licenciement collectif sur lequel je reviens dans un instant. Alors, le licenciement multiple, il faut aller voir dans les conventions sectorielles si c'est applicable et le cas échéant, quelles en sont les conditions, quelles en sont les conséquences, les obligations en termes d'information et de consultation et les indemnités spécifiques. Donc, tous les secteurs n'ont pas une réglementation sur le licenciement multiple. Cela va dépendre de secteur à secteur. Et pour le surplus, si rien n'est prévu ou que seulement une partie de la procédure est prévue, pour le surplus, on applique les règles normales. Donc voilà, on a vu le premier point, je peux réorganiser sans licencier. Et alors là, je suis attentif lorsque je fais des modifications unilatérales. Je suis également attentif lorsque je transfère une partie d'entreprise à vérifier que la CCT 32 bis s'applique ou ne s'applique pas. Deuxième possibilité, je peux procéder à des licenciements si je n'arrive pas à réorganiser sans, ou si ce n'est pas mon envie et que je veux le faire différemment. Là, on fait bien attention à tous les écueils d'un licenciement individuel en Belgique et on sera attentif évidemment à la CCT 109 qui revient très régulièrement, à bien être préparé à pouvoir motiver ce licenciement et pouvoir le prouver. Et enfin, je fais également attention quand je licencie plusieurs personnes à ce qu'il n'y ait pas des règles de licenciement multiples qui s'appliquent dans mon secteur. Et donc là, je vais bien vérifier. Bon. Étape suivante, je licencie beaucoup de personnes. Je n'arrive pas à réorganiser sans licencier, je n'arrive pas à réorganiser en licenciant qu'une personne, je dois en licencier plusieurs, je peux rentrer dans une perspective de licenciement collectif ou même carrément, je dois fermer l'entreprise. Alors, le licenciement collectif d'abord. Le licenciement collectif en Belgique n'est pas l'objet d'une, mais de plusieurs définitions. Vous savez peut-être, si vous êtes un petit peu familier avec le droit du travail, que c'est toujours de plus en plus compliqué, c'est une lasagne législative et il faut s'y retrouver. Et le licenciement collectif ne déroge pas à la règle puisqu'il prévoit plusieurs définitions du licenciement collectif en fonction des réglementations envisagées. Et donc vous pourriez très bien vous retrouver dans une situation où vous avez un licenciement collectif au regard d'une législation et pas un licenciement collectif au regard d'une autre législation. Donc il faut bien entendu systématiquement analyser ces législations et vérifier si l'on est. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans une que l'on ne sera pas dans l'autre. Donc bien toutes les prendre et les vérifier. De manière générale, de toute façon, pour toutes les législations, le principe est le même. On va vérifier le nombre de travailleurs qui sont licenciés pour des motifs qui ne sont pas inhérents à la personne du travailleur, c'est-à-dire des motifs qui sont économiques ou techniques, organisationnels, c'est-à-dire des motifs qui sont liés en fait à des difficultés entre guillemets de l'entreprise. On va vérifier ça par rapport au nombre moyen de travailleurs occupés au cours de l'année civile précédente. Et vous avez donc le tableau devant vous. En fonction du nombre de licenciés sur une période de 60 jours par rapport au nombre d'employés pour l'année précédente, on va ou on ne va pas tomber dans une des législations. La législation sur la procédure d'information et de consultation, c'est la fameuse procédure qu'il faut suivre en cas de licenciement collectif où on a différentes réunions où on va commencer à discuter, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'éviter ce licenciement collectif, qu'est-ce qu'on peut faire pour, sinon, si on n'arrive pas à l'éviter, en tout cas en réduire les impacts. Et puis c'est en général à ce moment-là aussi qu'on va commencer à discuter du plan social, je vais vous en parler, tout ça dans un instant. On a une autre réglementation quant à l'indemnité de licenciement collectif, et enfin une troisième quant à la gestion active des restructurations, cette fameuse cellule pour l'emploi. Donc,
attention, je vous l'ai dit, différentes législations, différentes obligations, différentes définitions par rapport aux différentes législations qui peuvent s'appliquer. Je vérifie aussi, attention, s'il existe des règles au niveau sectoriel et au niveau de l'entreprise en cas de licenciement collectif. Je vous l'ai dit, les licenciements qu'on va prendre en compte, ce sont des licenciements, donc les démissions ne sont pas prises en compte. Les licenciements sont pris en compte, les licenciements pour motif grave ne sont pas pris en compte. Ce qui est pris en compte, ce sont des licenciements pour motif économique ou technique. Et alors, et on va en reparler, je suis attentif aussi à l'éventuel cumul avec les règles relatives à la fermeture d'une entreprise, puisque une fermeture d'entreprise peut impliquer un licenciement collectif et vice-versa. Et à ce moment-là, il faudra cumuler les deux. Alors, si vous êtes à vous poser la question de savoir si je dois procéder ou pas, ou s'il est bon ou pas de procéder à un licenciement collectif, je vous ai mis sur la slide quelques avantages et quelques inconvénients qui peut-être vont vous accompagner ou vous assister dans une décision éventuelle de procéder à ce licenciement collectif et qui vont vous permettre de voir un petit peu la marche à suivre. Peut-être en deux mots, parce que je vois que le temps avance, mais au niveau des avantages, vous avez effectivement la levée des protections des travailleurs protégés. Il y a un système, une procédure spécifique prévue en cas de licenciement collectif, dans le cas de licenciement de travailleurs protégés. On a également la reconnaissance d'entreprise en restructuration qui va amener toute une série de conséquences positives, notamment une réduction des indemnités de préavis, notamment une possibilité d'indemnité de reclassement qui sera le cas échéant remboursée par le NEM, possibilité aussi d'obtenir pour le travailleur une carte de réduction qui lui octroiera des avantages ultérieurs. Et enfin, dans les inconvénients, bien entendu, cette procédure Renault, la fameuse loi Renault, qui est une procédure très complexe, très longue. En général, ce n'est pas obligatoire, je vais vous en parler dans un instant, mais en général, il y a la conclusion d'un plan social qui prévoit un volet extra-légal, donc un supplément en plus du légal, l'obligation de mettre en place une cellule pour l'emploi, c'est très chronophage, bien entendu. Et puis, on a évidemment toujours le risque de conflits sociaux, le risque de grève, le risque de lockdown du travail, si je puis dire, ou alors on n'avance plus. Bon. La procédure du licenciement collectif, 3 grandes phases, je vais vous en parler tout de suite. Pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on parle, l'idée n'est évidemment pas à nouveau de rentrer dans le détail de chacune de ces phases, l'idée est de vous donner un aperçu, une conception générale de ce que représente un licenciement collectif. Alors, vous avez une petite ligne du temps et le licenciement collectif va se dérouler en plusieurs phases. La première phase, elle est très importante, c'est évidemment la phase de préparation. Vous savez que vous avez l'intention de procéder à un licenciement collectif. Au passage, le mot intention, faites attention, pendant toute la phase de préparation et d'information-consultation, il faut toujours bien systématiquement parler d'intention de procéder au licenciement collectif. La décision n'est pas prise, même si évidemment, parfois en pratique, la décision est déjà prise, mais il faut faire très attention à ne pas l'exprimer comme telle et à toujours parler au conditionnel. Donc, premièrement, préparation, eh bien, on va tout préparer. On prépare le business rationale, c'est-à-dire c'est quoi le motif de ce licenciement collectif? Pourquoi on le fait? Ah ben tiens, en fait, on va délocaliser. Les coûts sont trop importants ici, on va délocaliser en Pologne, en Chine, que sais-je encore. Voilà, c'est expliquer ça, expliquer pourquoi on veut délocaliser, quel est l'impact financier que ça va avoir bénéfique sur l'entreprise. Je fais mes coûts, je fais mes budgets, je fais un plan de secours. Effectivement, en cas de conflits sociaux, si les travailleurs arrêtent de travailler, est-ce que j'ai un plan B pour que le travail continue de s'opérer? Voilà, une préparation qui est très importante et qui va permettre d'aborder la suite de la procédure de manière mieux armée. Ensuite, j'ai une deuxième phase qui est cette fameuse phase d'information et de consultation qui va durer en moyenne entre 3 et 6 mois, au cours de laquelle, avec le conseil d'entreprise ou à défaut des représentants ad hoc du personnel, je vais discuter effectivement de cette intention de licenciement collectif et de la manière dont on pourrait, le cas échéant, l'éviter ou en tout cas en réduire les impacts. Pour lancer cette procédure d'information-consultation, il y a toute une série de notifications à faire auprès de diverses autorités et auprès de son conseil d'entreprise d'ailleurs aussi s'il y en a un, et puis ensuite je commence mon information et ma consultation. Alors vous voyez en dessous négociation du plan social. Effectivement, il n'y a pas d'obligation de négocier un plan social dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation, mais très souvent ça se fait pour plusieurs raisons. D'abord du côté des travailleurs, parce que dans le cadre de ce plan social, on va pouvoir demander de l'extra-légal en plus, et ensuite, du côté de l'employeur, ça va permettre d'avoir l'accord
sur la procédure d'information et de consultation, l'accord qu'effectivement elle a bien été menée, qu'elle était menée conformément à la loi et qu'on peut clôturer. Et puis ça va évidemment aussi faciliter la levée des protections. Donc en pratique, on voit très régulièrement qu'un plan social, d'ailleurs je pense quasiment tout le temps, est conclu. Ce plan social, vous voyez, les négociations, elles commencent à peu près à la moitié de l'information, de la procédure d'information et de consultation. En pratique, ce qui se passe, c'est qu'au départ, on a une volonté très claire de vouloir essayer d'éviter ce licenciement ou ce licenciement collectif. Et puis, à un moment donné, dans le cadre de l'information et des consultations, lorsque les travailleurs ou leurs représentants commencent à percevoir que ça va être difficile et que l'intention ressemble furieusement à une décision et qu'il ne va pas y avoir moyen de la contester, à ce moment-là s'ouvrent parallèlement des négociations du plan social qui vont leur permettre d'avoir une arme pour faire pression sur l'extra-légal octroyé en disant on ne signera à la fin de l'information et de la consultation que si on est satisfait de ce qui est offert pendant ces négociations sur le plan social. Et alors on rentre dans la troisième phase, qui est la phase, je dirais, d'implémentation, précédée d'une période d'attente de 30 à 60 jours, au cours de laquelle donc, on va confirmer l'intention. Ensuite, on va mettre toute une série de choses en place, la cellule pour l'emploi, demander la reconnaissance de l'entreprise en tant que structuration, en tant qu'entreprise en structuration, lever des protections, etc. Et là, on rentre dans la troisième phase avec, je vous disais, une période d'attente de 30 à 60 jours avant de pouvoir procéder à l'implémentation. Et donc, vous voyez, c'est un sacré processus, c'est chronophage, c'est risqué, c'est très encadré, il faut être très au courant de toutes ces règles qu'il va falloir bien respecter. Le plan social, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation dans la loi de procéder et de conclure un plan social dans le cadre d'un licenciement collectif. En pratique, c'est très courant. Il n'y a pas de forme non plus légale obligatoire. En pratique, légale avec un E, c'est encore mieux. En pratique, c'est une CCT qui sera conclue. Et alors, aucune obligation légale de contenu. Mais à nouveau, en pratique, on retrouve souvent trois grandes catégories de mesures qui sont reprises dans le plan social, des mesures organisationnelles, des mesures d'employabilité et enfin, bien entendu, le nerf de la guerre, des mesures financières. Alors, il se peut qu'en licenciant tant de personnes, on en arrive en fait dans le cas d'une fermeture d'entreprise. La fermeture d'une entreprise, elle est définie par deux conditions. Premièrement, il faut cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise. Donc, on peut tout à fait avoir la cessation d'activité d'une division de l'entreprise et cela implique fermeture de cette division, première condition. Et deuxième condition, une réduction du personnel occupé en moyenne au cours des 4 derniers trimestres en deçà de 25%. Donc, ce qui compte, c'est le nombre de personnes qui restent occupées et pas vraiment le nombre de personnes licenciées. D'accord ? Cette législation ne s'applique que pour un certain type d'entreprise ou de division d'entreprise, c'est-à-dire celles qui occupent en moyenne 20 travailleurs au cours des 4 trimestres précédant la cessation définitive de l'activité principale, et on peut avoir des cas d'assimilation prévus par le fonds de fermeture. Je vous l'ai dit, pour le licenciement collectif, il peut y avoir cumul. Je vous le redis aussi, ça marche dans l'autre sens. Pour l'information et la consultation, vous devez aller voir ce qui est prévu au niveau sectoriel. Si rien n'est prévu, la loi prévoit un mécanisme d'information et de consultation subsidiaire que je vous ai remis sur le slide, affichage de travailleurs, consultation, information et consultation avec les organes représentatifs et ensuite des informations auprès du SPF. Attention que ces obligations sont sanctionnées administrativement et pénalement par le Code pénal social. Le fonds de fermeture doit également être informé. Et puis, vous avez, si vous voulez, vous avez encore d'autres informations obligatoires qui elles, découlent d'une autre source de droit. Donc, vous avez soit le sectoriel, soit cette loi qui est à titre subsidiaire du secteur. Et vous avez également les informations qui sont prévues par la CCT 9, qui prévoit l'information des organes représentatifs et qui, évidemment, font tomber sous son champ d'application une fermeture d'entreprise. Et alors, petite parenthèse, sachez qu'il existe, mais vous en avez déjà certainement entendu parler aussi, je vous ai parlé de l'indemnité de licenciement collectif, vous avez également une indemnité de fermeture qui est prévue si une fermeture s'applique. En cas de licenciement collectif concomitant, par contre, seule l'indemnité de fermeture sera appliquée. Je vous dis, les législations vont s'appliquer en cumul, oui, mais pas sur la question de l'indemnité en cas de licenciement collectif concomitant. Et je vous ai mis les chiffres, c'est une indemnité qui se calcule en 2 temps
une partie basée sur les années d'ancienneté de l'entreprise et une autre partie sur les années au service d'entreprise à partir de 45 ans. Et dans les deux cas, c'est plafonné. Donc voilà, on en arrive à la réorganisation judiciaire. Je vais céder la parole à mon collègue Benjamin. Et donc, juste pour reprendre le fil et pour qu'on puisse continuer ensemble et voilà, se détendre 2 minutes avant de reprendre parce que j'ai beaucoup parlé. Premièrement, on peut réorganiser sans licencier, je vous l'ai dit. On vérifie quels sont les outils disponibles. On va vérifier quel est le cadre légal spécifique qui s'applique. On fait bien attention à la hiérarchie des normes et on fait bien attention lorsqu'on fait des modifications, si elles sont unilatérales, à ne pas excéder son jus variandi. On a une possibilité aussi de réorganiser sans licencier qui est le transfert conventionnel d'entreprise. Premier bloc. Ça ne fonctionne pas, on passe au deuxième bloc. Licenciement individuel ou multiple. Je fais bien attention à tous les écueils de la procédure. Je fais bien attention aussi à la motivation du licenciement qui me sera très régulièrement demandée par mon travailleur licencié. Ça ne fonctionne pas où je licencie plus. Je passe à la troisième phase, qui est le licenciement collectif et ou la fermeture d'entreprise. Et là, je fais très attention à une procédure s'agissant de licenciement collectif qui est très, très encadrée par la loi, qui comporte nombreux d'écueils. Et donc, j'y suis attentif et je m'y prépare bien à l'avance pour être sûr que cette procédure se passe du mieux possible. En pratique, moi, ce que je constate, c'est que les entreprises qui sont le moins préparées pour la procédure d'information et de consultation sont celles qui vont payer le plus cher le pan extralégal de leur plan social, puisqu'effectivement, les syndicats le remarquent et sautent dessus. Donc, soyez bien attentifs à ça. Quand une entreprise est bien préparée, qu'elle a aussi plus de solutions B, ce qui évite, ce qui leur permet d'éviter d'être mis sous pression par une grève ou par un lockdown, bien préparée et des solutions B, c'est-à-dire aussi en fait être bien préparé, ça permet de négocier le plan social de manière plus sereine, d'avoir des arguments plus sérieux. Voilà. Maintenant, je cède la parole à mon collègue Benjamin qui va continuer en fait ce parcours avec vous pour vraiment vous donner tous les outils et l'aspect général de ce qu'il est possible de faire. Voilà, bonjour à tous. Merci Étienne pour cet entretien. Donc je poursuis en ce qui concerne la réorganisation judiciaire. La quatrième et la cinquième partie, réorganisation judiciaire, cinquième partie, la faillite. En ce qui concerne la réorganisation judiciaire, il faut peut-être avoir à l'esprit d'où on vient en Belgique pour aboutir à cette réorganisation judiciaire. L'idée première et la ratio légis qu'on appelle en droit, c'est qu'on a voulu se calquer sur le modèle américain du Chapter 11. Ça a donné lieu à une loi de 1997, la loi sur le concordat, que les initiés connaissent et qui n'a pas connu un franc succès en Belgique, puisque cette procédure était très lourde et très coûteuse pour la société qui voulait éviter, partie 5 de notre exposé, la faillite. Ça a donné lieu, donc la loi du concordat datée de 1997, à une loi du 31 janvier 2009, la loi sur la réorganisation des entreprises, qui justement, avec cette perspective du Chapter 11 aux États-Unis, voulait donner une seconde chance de manière plus flexible que ce que n'accordait la loi sur le concordat. Cette seconde chance était tellement une seconde chance qu'elle a elle a connu un très très franc succès et il a fallu la limiter en 2012 et à réduire les conditions d'accessibilité à cette PRJ. Après, les initiés savent que nous sommes passés de la loi du 31 janvier 2009, amendée en 2012, au livre 20 du Code de droit économique, et en 2021, une dernière modification à la législative du 21 mars 2021 a de nouveau réouvert le portail de cette loi PRJ. Donc ici, un bref comparatif à titre d'introduction entre la réorganisation et la faillite. Le but de la réorganisation judiciaire, c'est facile à comprendre, c'est permettre la continuité de l'activité. Pendant la faillite, nous sommes dans une situation de discontinuité puisque les conditions sont reprises, ébranlement du crédit et donc la continuité est interrompue, un curateur est désigné. Nous y reviendrons. La réorganisation judiciaire n'est pas obligatoire, c'est toujours de sa propre initiative, c'est-à-dire que
la société en risque d'insolvabilité doit prendre l'initiative de déposer la requête, nous y reviendrons, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'une faillite où il peut y avoir aveu effectivement, mais la procédure de faillite peut être introduite également à l'initiative du parquet ou de tout tiers intéressé d'un créancier, par exemple, impayé. En réorganisation judiciaire, il n'y a pas de concours, ce qui est justement le cas lorsque nous sommes dans une procédure de faillite où un concours existe entre tous les créanciers qui introduisent leur déclaration de créance. Le quatrième motif de distinction, debtor in possession, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'organe d'administration de la société qui sollicite une PRJ reste à la manœuvre. C'est-à-dire qu'ils ont encore le contrôle de la société, éventuellement avec certaines nuances si un médiateur d'entreprise est désigné ou pas, mais ils restent les principaux acteurs de l'administration de la société, ce qui n'est plus le cas dans le cas d'une procédure en faillite, puisque l'organe d'administration se voit contraint d'arrêter d'administrer la société, désolé pour la répétition, mais et la désignation d'un curateur qui prend la main et qui décide de là où il veut aller pour intéresser au maximum les créanciers, puisque c'est l'objectif du curateur, mais nous y reviendrons. En ce qui concerne les contrats en cours, les contrats en cours restent en vigueur. Il n'y a pas de fin automatique parce qu'on sollicite une réorganisation judiciaire. Et, petite parenthèse bien notée, dans des contrats, souvent il y a des clauses de style qui ne sont pas correctes, qui disent voilà, le contrat prendra fin en cas de réorganisation judiciaire, en cas de faillite, en cas de faillite, pourquoi pas, mais en cas de réorganisation judiciaire, ce n'est pas possible puisque la loi l'interdit. En ce qui concerne la faillite, le curateur doit prendre position, c'est pour les initiés, c'est l'ancien article 46 de la loi du 8 août 1980 qui était repris dans le code de droit économique, et il doit prendre une position dans les 15 jours sur le contrat dont on postule ou pas la continuité. En matière de réorganisation, et je vais essayer d'accélérer, sinon je ne tiendrai pas le timing, le principe, condition, effet de l'ouverture et les différentes sortes, donc les différentes sortes de PRJ au nombre de 3 principales. Principe et conditions de la PRJ, comme je vous en ai brièvement parlé, le but de la PRJ est surtout, et c'était l'idée dans les travaux préparatoires, de préserver l'emploi et de préserver l'activité économique. L'idée derrière était d'éviter par tous les moyens qu'on arrive à la case faillite. Et donc, pour ce faire, ils ont instauré en 2009 cette loi de la PRJ, procédure de réorganisation judiciaire, avec les 3 formes. On y reviendra plus tard. L'ouverture de la procédure se fait sur requête, donc à l'initiative de la société en difficulté, avec des pièces, donc avec des pièces justificatives qui justifient la situation de discontinuité, l'urgence, et c'est là où la modification récente du 21 mars est importante, c'est que en 2009, à l'origine, à la création de la PRJ, les pièces à transmettre à l'occasion du dépôt n'étaient pas étaient mentionnées, donc elles étaient mentionnées dans la loi, mais n'étaient pas à peine sanctionnées à peine d'irrecevabilité, ce qui a fait qu'on se retrouvait en 2009 avec beaucoup de requêtes déposées, les effets favorables de la PRJ, mais avec des dossiers incomplets. C'est pour ça que le législateur a serré la vis en 2012 en disant, voilà, si la requête ne comprend pas toutes les pièces nécessaires et prescrites par la loi, par exemple quoi, une situation comptable pas plus vieille de 3 mois, les perspectives d'encaissement pour la période de sursis sollicité, la liste des créanciers, la liste des travailleurs, etc., etc. Si tous ces éléments prescrits dans la loi n'étaient pas repris, c'était merci, au revoir, votre demande de PRJ est irrecevable. Et en 2012, ils ont également introduit un droit de greffe qui avait un effet dissuasif, c'est-à-dire que
l'introduction d'une PRJ était couplée avec un droit de grève de 1 000 €, ce qui dissuadait les PRJ faites à la légère. Ça, c'était en 2012. En 2012, on a resserré le portail et de nouveau maintenant, compte tenu des conditions sanitaires, des conditions économiques tout à fait particulières, ils ont réouvert le portail. Le législateur a réouvert le portail en mars 2021 avec, pour être tout à fait franc, une durée, une entrée en vigueur le 21 mars, mais qui était limitée, dont les effets étaient limités jusqu'au 30 juin 2021, et il est fort probable que le législateur les prolonge au-delà. Donc effectivement, par requête, c'était la parenthèse. Si la continuité de l'entreprise est menacée, c'est à motiver dans la requête qui sera déposée. L'état de faillite, donc si les conditions de la faillite sont rencontrées, ça ne fait pas l'obstacle au dépôt de la requête. Les conditions de la faillite, c'est quoi? L'ébranlement du crédit et la cessation de paiement, j'y reviendrai. Et d'éviter l'abus de repeat players, ça veut dire quoi? De déposer des PRJ sur PRJ sur PRJ. Parce que le principal effet, vous le verrez, de la PRJ est d'obtenir une période de sursis dans laquelle, j'y reviendrai, voilà, les effets de la procédure. Je devance le titre 1.2. Les effets de la PRJ, le dépôt de la requête, c'est l'impossibilité d'être déclaré en faillite. Et donc ça, c'est le principal avantage. À partir du moment où vous avez déposé votre requête, vous ne pouvez plus être assigné, vous ne pouvez plus être déclaré en faillite. Procéduralement parlant, vous déposez votre requête avec les pièces justificatives qui sont annexées. Un juge délégué est désigné et vous êtes entendu par le tribunal. Et dans les 15 jours, vous avez une décision favorable ou pas qui vous autorise à bénéficier du sursis. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que le sursis est de maximum 6 mois. Vous demandez la durée du sursis que vous souhaitez obtenir dans votre requête, vous la motivez. Et il peut être de maximum 6 mois, pardon. Donc, les conséquences, c'est qu'aucune voie d'exécution, saisie, vente publique, etc., ne peut être poursuivie pendant cette période de sursis. Le débiteur, donc c'est-à-dire que le requérant, celui qui a introduit la PRJ, ne peut pas être déclaré en faillite. Et aucune saisie ne peut plus être effectuée sur les créances qui font l'objet de la PRJ. Donc, comme je vous le disais dans le tableau comparatif entre la PRJ et la faillite, l'ouverture ne met pas fin au contrat ni aux modalités d'exécution. Il y a une distinction entre les créances sursitaires et non sursitaires. Ça veut dire quoi? C'est que les créances sursitaires sont les créances qui font l'objet de la requête en PRJ et ceux pour lesquels on demande la protection. Les créances non sursitaires, ce sont les créances qui naissent après la requête en PRJ et qui ne font pas l'objet de la protection. Volontairement, j'accélère, mais tout se retrouve dans les slides. Donc, les différentes pistes et sortes de réorganisation judiciaire, donc c'est les différentes PRJ. Vous voyez, prévention, ça veut dire quoi prévention? C'est ce qu'on appelle, c'est l'ancien dépistage, les enquêtes commerciales. La société peut être appelée par ce service d'enquête commerciale dès que, et c'est quelque chose d'automatisé ici à Bruxelles, si vous avez des saisies, si votre société fait l'objet de saisies ou ne paye pas les cotisations ou en retard au niveau des dettes fiscales, au niveau des dettes sociales, ce sont des clignotants qui font que votre dossier arrive en haut de la pile du service d'enquête commerciale et il vous convoque et il demande une explication pourquoi vous êtes en retard au niveau de l'ONSS, au niveau du fisc et pourquoi il y a des saisies. Donc, vous donnez une explication. Si votre explication est convaincante, le dossier sort de la pile. Ça, c'était ce qu'on appelle un contrôle a priori. C'est le service, en fait, c'est pouvoir détecter le plus rapidement possible les sociétés en difficulté financière. Portail réorganisation judiciaire, les PRJ, ce dont je vous parle maintenant, les 3 sortes de PRJ, la PRJ accord amiable, accord collectif et transfert sous autorité de justice. L'accord amiable nécessite au moins 2 créanciers. Une fois qu'il y a un accord avec les créanciers, on dépose l'accord amiable qui est avalisé, homologué, pour dire ça plus correctement, par le tribunal.
Je vais passer, voilà, hop. Par accord amiable, conclure un accord avec le débiteur et tous ses créanciers à 2 au moins en vue de l'assainissement de sa situation financière. Ça peut être comparé à l'accord amiable extrajudiciaire, si ce n'est qu'il y a l'avantage du sursis de pouvoir être assigné en faillite. Effectivement, à partir du moment, et c'est très important, où vous êtes en situation de PRJ, il faut être très clair avec vous, c'est publié au Moniteur belge et les effets sont radicaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous, comme contractant, vous voyez que votre co-contractant fait l'objet d'une situation de PRJ, un, vous n'êtes pas ravi, deux, vous changez votre fusil d'épaule, et si vous continuez à entretenir des relations contractuelles avec lui, généralement, et c'est ça qui fait un peu le malheur de la PRJ, c'est que vous essayez de vous prémunir, et généralement les paiements comptants sont exigés par les contractants en période de PRJ, ce qui a un effet démultiplicateur sur la trésorerie négative, la trésorerie de la société qui fait l'objet de la PRJ. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, en cas d'accord amiable, le tribunal homologue l'accord et lui confère le caractère exécutoire. La réorganisation par accord collectif, ça c'est sans doute la PRJ à laquelle vous avez été tous le plus confrontés. C'est dans 95% des cas, 95% des PRJ, vous êtes en PRJ avec accord collectif. Le but est d'obtenir l'accord de vos créanciers sur un plan de réorganisation que vous allez devoir rédiger. La proposition de paiement, donc ce plan de réorganisation, il y a une partie prescriptive et une une partie prospective. Donc, c'est que vous expliquez d'où vous venez et vous expliquez surtout là où vous voulez aller et le plan que vous attendez et l'effort que vous attendez de vos créanciers. Cet effort ne peut pas être supérieur à, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas proposer de ne rembourser moins que 20% du montant de la créance. Ça, c'est la limite. En ce qui concerne le sursis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous proposez un plan qui est homologué avec le double vote, j'y reviendrai, vous devez l'exécuter dans un délai de 5 ans et éventuellement, vous pouvez proposer un sursis, c'est-à-dire pendant les 2 premières années, de ne pas commencer à l'exécuter, mais c'est-à-dire que vous allez vous engager à respecter le plan non plus sur 5 ans, mais sur 3 ans, puisque c'est maximum 5 ans de délai d'exécution. L'homologation du plan, comme pour la PRJ amiable, le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires. Donc, la déclaration de faillite du débiteur entraîne de plein droit automatiquement la révocation du plan de réorganisation. C'est aussi le cas si jamais, dans le cadre d'un accord collectif, la société faisant l'objet de la PRJ, qui a un plan homologué, ne respecte pas ces échelonnements, alors le créancier qui devait bénéficier d'un plan échelonné de remboursement peut solliciter cette révocation en saisissant le tribunal à tout moment. Le transfert sous autorité de justice, c'est une PRJ qui se voit beaucoup moins régulièrement que l'accord collectif, mais qui est récemment dans l'actualité, notamment avec Neckermann, où en fait un mandataire de justice est désigné et en fait il va avec cette société en difficulté proposer au plus offrant et surtout le critère décisif à un tiers qui peut, dans la mesure du possible, préserver l'emploi. Et donc, il va sur le marché, ce mandataire de justice, avec les formes de publicité nécessaires, et il va trouver des candidats et essayer de sonder des candidats acquéreurs. Donc, le candidat acquéreur va se porter candidat s'il est intéressé. Ils sont mis en concurrence pour essayer d'obtenir l'offre la meilleure possible à tous les niveaux, c'est-à-dire le prix proposé, l'emploi sauvegardé, etc., et les contrats sauvegardés. Il se fait que souvent, les candidats sont en compétition pour les branches rentables de la société qui fait l'objet de la PRJ. Et donc, en fait, c'est un peu un cherry picking, dans le sens où ils vont aller se servir dans ce qui les intéresse. Le but
et c'est le but de la PRJ, j'en ai parlé en début d'exposé, c'est d'éviter d'être dans une situation de faillite où là, l'actif, le curateur va vendre l'actif, mais il n'y a plus d'activité puisqu'on est en situation de discontinuité à des conditions financières beaucoup moins intéressantes que si on est dans une situation de continuité. On en vient à la procédure de faillite. Principe, effet de la faillite, administration et liquidation de la masse, déclaration de créance et l'effacement de dette. Donc, effectivement, là, nous sommes plus dans le cadre d'un debtor in possession, mais le patrimoine est rendu indisponible dans le sens où l'organe d'administration n'est plus à même de pouvoir administrer la société. Il y a une désignation d'un curateur immédiatement au moment où le jugement de faillite est prononcé, qui est chargé de quoi? De liquider, d'administrer le patrimoine du failli, bien entendu, de liquider et de répartir le produit de liquidation entre les créanciers. Pratiquement, il doit réaliser tout l'actif qui est dans la société, récupérer les créances éventuellement qui ne seraient pas payées, vendre les assets pour essayer, platement parlant, d'encaisser le plus d'argent possible. C'est comme ça que le curateur est également rémunéré. Il obtient un pourcentage des actifs réalisés pour ses frais et honoraires, et le répartir entre les créanciers privilégiés ou créanciers chirographaires. Typiquement, les créanciers privilégiés sont les employés, les travailleurs, l'ONSS, le fisc, etc., le bailleur qui dispose d'un privilège, le privilège dit du bailleur. Et les chirographaires sont malheureusement ceux qui ne disposent pas d'un privilège particulier. Il faut savoir que, c'est une petite parenthèse également, que si vous, en qualité de co-contractant, vous accordez une chance en période de PRJ, c'est-à-dire qu'une société en difficulté dépose une requête, elle obtient un sursis. Si pendant cette période de sursis, vous continuez à faire confiance à une société qui est en difficulté et que, en fin de compte, pendant la période de sursis, elle n'arrive pas à honorer ses dettes, le fait que vous avez accordé votre confiance à une société en difficulté fait que votre créance, pendant cette période de sursis, deviendra une dette de masse, deviendra une dette privilégiée si, d'aventure, cette société devait faire faillite. Et donc, vous serez considéré comme créancier privilégié et non plus créancier chirographaire. Les conditions de la faillite, c'est l'article 99 du livre 20 du Code de droit économique, c'est la cessation de paiement et le crédit ébranlé. Le crédit ébranlé, c'est quoi? C'est une notion, une condition d'ordre psychologique, pardon. Vous ne disposez plus de la confiance du marché et notamment des banques, qui vous n'obtiendrez plus de crédit. Cessation de paiement, ça veut dire ce que ça veut dire, vous n'êtes plus à même d'honorer vos engagements en cours. Comment se fait pratiquement une faillite? Donc, c'est soit sur aveu, donc la société en tant que telle va et les conditions, les documents à remplir, etc., sont repris dans le Code de droit économique. Vous allez d'initiative faire aveu de faillite ou alors sur citation du ministère public. C'est pour ça que je vous parlais en début d'exposé sur l'utilité des services de dépistage des chambres d'enquête commerciale. À partir du moment où vous êtes entendu que vous n'êtes pas convaincant, il est fort probable que le ministère public, pour essayer de faire cesser l'hémorragie tant qu'il est encore temps et de ne pas creuser un passif plus important que ce qu'il est, pourra procéder à l'assignation en faillite, ou alors un des créanciers qui peut également procéder à l'assignation en faillite. C'est souvent un moyen de pression pour obtenir un paiement. Les effets de la faillite, effectivement, elle est bien. C'est donc les effets de la faillite, donc c'est tout l'organe d'administration n'est plus à même d'administrer, désignation d'un curateur, pardon, qui administre et surtout essaye de réaliser les actifs et d'arrêter une société déficitaire pour éviter que le passif soit encore plus important et au niveau des effets collatéraux de l'économie, à partir d'une société dans une situation économique très compliquée et qu'elle continue à faire du business alors qu'elle devrait être arrêtée l'hémorragie puisque vous avez une obligation de faire faillite dans le mois de la cessation de paiement.
et ne pas créer de dommages collatéraux auprès de vos contractants. Donc, donc, effectivement, vous avez une période suspecte. Donc, c'est-à-dire que c'est une période à laquelle le curateur va revenir 6 mois avant pour voir les actes qui ont été posés pendant cette période s'ils n'ont pas été faits en fraude des droits de certains créanciers. Et donc, auquel cas, si ils l'ont été, ils pourraient être déclarés inopposables à la masse. Mais pour le reste, je vous laisserai lire les slides. Mais donc, ça, c'est bien se rendre compte de la période suspecte, donc c'est-à-dire la période antérieure sur laquelle le curateur peut encore revenir. Les voies d'exécution sont suspendues, effectivement, c'est classique. En ce qui concerne l'administration et la liquidation de la masse, je vous en ai parlé en début d'exposé, il doit administrer la masse, il doit réaliser l'actif au bénéfice des créanciers et de surtout aussi régler le sort des contrats en cours et prendre position. En ce qui concerne la déclaration de créance, effectivement, à partir du moment où vous êtes dans une situation d'insolvabilité, les créanciers doivent se faire connaître et doivent déclarer leurs créances, en principe 1 an à compter du jugement de faillite. Et donc, je renvoie à l'article 165 du Code de droit économique. Et effectivement, il y a des possibilités de compensation à régler avec le curateur en cas de conflit avec le curateur, il est toujours possible de soumettre la question litigieuse au tribunal de l'entreprise compétente. L'effacement des dettes, ça c'est ce qu'on appelle le fresh start. De nouveau, c'était pour permettre aux personnes physiques de pouvoir de nouveau entreprendre une activité économique et de ne pas être ad vitam aeternam blacklisté en raison d'une expérience malheureuse dans un secteur bien particulier, puisque malheureusement en Belgique, ce n'est absolument pas le cas. Aux États-Unis, par exemple, faire faillite a une connotation négative, toujours négative ici, dans les pays occidentaux. Aux États-Unis, c'est un peu un demi-event, tout le monde fait faillite, et si on fait faillite, finalement, c'est que parce qu'on est un entrepreneur et que ça ira sans doute mieux la prochaine fois, mais que c'est un passage obligé et ce n'est pas négativement perçu comme ici en Belgique. En ce qui concerne le nouveau départ, vous lirez, donc effectivement, c'est pour les personnes physiques. Au plus tard dans les 3 mois suivant le jugement de la faillite, ce délai de 3 mois est maintenant contesté. Il y a une question qui a été posée par la Cour constitutionnelle, mais je n'y reviens pas. Mais donc, disons que ce délai de 3 mois dans lequel il faut solliciter son effacement est contesté par la Cour constitutionnelle. Il sera libéré envers les créanciers du solde des dettes et il pourra réentreprendre une autre activité. Je vais repasser la parole à mon collègue Étienne. Je vous remercie pour votre attention, puisque moi, je ne vous reparlerai plus. N'hésitez pas en cas de questions à les poser, comme Étienne vous l'a dit. Voilà, le petit jeu des chaises musicales. Encore 2 points très rapidement, puisque 15h26, ça c'est parfait. D'habitude, on déborde un peu là. 1h30. Mon collègue Benjamin vient de vous parler de la réorganisation judiciaire, de la faillite. Quid des travailleurs, en fait, puisque c'est une question quand même qui est importante. Eh bien, s'agissant de la faillite, il y a effectivement un droit d'information et de consultation qui est assez similaire à ce que je vous ai déjà dit, donc je n'y reviens pas. Et il y a un système spécifique qui est prévu par la CCT 32 bis. Ça, je vous en avais déjà parlé de la CCT 32 bis. Il y a ce transfert conventionnel d'entreprise. Eh bien, il y a aussi un chapitre spécifique en cas de faillite. A priori, le repreneur a le choix en fait de reprendre les travailleurs qu'il veut, et les travailleurs ont le choix d'être ou de ne pas être repris, et on peut procéder à une libre négociation des conditions d'emploi, avec ceci étant dit une limite. Premièrement, les conditions d'emploi négociées ou appliquées collectivement, là on ne peut pas y déroger, et deuxièmement, l'ancienneté. Ça c'est repris d'office. Mais pour le reste, ça peut faire l'objet d'une libre négociation entre le repreneur et le travailleur repris. Je note au passage, pour votre meilleure information, qu'il y a également une indemnité de transition
qui est prévu, qui est possible et qui vient en fait couvrir le moment où le contrat de travail s'arrête en raison de la faillite et puis le moment où le contrat de travail est repris selon des conditions qui donc seront librement négociées. Quant à la réorganisation judiciaire, à nouveau information et consultation, vous connaissez la chanson, et puis normalement, choix des travailleurs repris, mais ce choix doit être déterminé par des raisons économiques, techniques ou organisationnelles. Grande question depuis un fameux arrêt Plessers, qui est allé jusqu'à la Cour de justice, la Cour de justice de l'Union européenne, qui a estimé que la législation belge n'était pas en accord avec la réglementation. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un arrêt du tribunal du travail de Brabant-Wallon qui récemment a estimé que fort bien, c'est pas en accord, mais enfin la directive n'a pas d'effet direct, donc moi je dois continuer à appliquer la législation belge. Est-ce que cette législation va changer? Point d'interrogation, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous en dire plus, mais donc voilà, c'est un sujet qui est très, très actuel pour le moment et sur lequel on attend des précisions. Alors, transfert, droits et obligations, les droits et obligations qui ont été communiqués par écrit aux repreneurs. Et puis, évidemment, il est possible, accord individuel ou collectif après la procédure, de négocier, donc des négociations qui sont tout à fait possibles. Voilà, 15h29. Je regarde dans le chat des questions et je n'en vois pas. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez, vous pouvez encore le faire maintenant. Si, comme moi, quand je vais regarder des webinaires, j'ai jamais de questions sur le moment, et puis c'est en rentrant chez moi dans la voiture ou dans le tram que plein de questions que j'estime intelligentes, ce qui n'est peut-être pas le cas, me viennent en tête. Ça pourrait être votre cas aussi. N'hésitez dans ce cas-là pas à nous contacter, à nous envoyer vos questions par email ou à nous appeler, et on y répondra volontiers. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné des outils, que ça vous a donné des pistes de réflexion dans le cas où vous souhaiteriez ou seriez contraint de réorganiser ou de restructurer votre entreprise. Vous voyez qu'il y a toute une série d'outils à votre disposition et j'espère qu'on vous a donné quelques conseils pratiques qui vous aideront à mettre ça en œuvre de la meilleure des façons. Le cas échéant, comme je le disais il y a un instant, n'hésitez évidemment pas à nous poser la moindre question par rapport à ce webinaire ou d'autres questions qui vous viendraient plus tard. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi ensoleillée et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.